Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. C'est bien votre magazine Vraie Version, une émission d'actualité ici en République démocratique du Congo qui évoque des questions politiques, économiques, sociales, que sais-je encore. Aujourd'hui, nous allons mettre la puce à l'oreille. On va parler de l'an 1 du gouvernement de la République démocratique du Congo, le gouvernement des Warriors dirigé par Jean-Michel Sama Lukonde, l'élection de gouverneur qui pointe à l'horizon, les consultations de Nairobi avec les groupes rebelles et bien entendu les questions des tribalismes avec le forum intercommunautaire du Katanga et bien d'autres questions. Madame, Messieurs, c'est votre magazine. Un invité autour de cette table, il s'agit bel et bien de Monsieur Norbert Yamba, cadre de l'UDPS, panafricaniste, expert international sur des questions de développement et de décentralisation. C'est avec lui nous allons évoquer toutes ces questions. Monsieur Norbert Yamba, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va assez bien. Merci pour l'invitation. J'espère que nous allons passer quelques minutes de rafraîchissement de la mémoire par rapport aux différentes problématiques qui se posent dans notre pays. Alors, vous êtes aussi, je rappelle, candidat gouverneur dans la province du Sankourou, c'est ça? Tout à fait. Je suis candidat gouverneur parce que nous avons pensé que le moment était arrivé. Vous n'êtes pas sans ignorer tout ce qui se passe au Sankourou. Comment on peut faire 3 ans et demi sans gouvernement, sans programme, sans budget. Et donc la population est reléguée au second plan. Et à vivre dans la pauvreté la plus abjecte. Il faut faire quelque chose, sinon ça serait la non-assistance à une personne en danger. Et donc, on a les atouts nécessaires pour le faire. Et c'est comme ça qu'on a voulu vraiment noyer le maillot. Alors, vous voulez vraiment mouiller le maillot. Vous êtes un Sankourois pur jus. Commençons par, bien entendu, par cette élection. L'élection du gouverneur qui sera organisée le 6 mai prochain. Avez-vous un programme captivant pour le Sankourou? Un programme de développement? Parce que le Sankourou, vraiment, c'est une province minée par des querelles byzantines. Bien entendu. Le programme, c'est un ensemble de projets. Oui. Le projet, c'est un ensemble de réponses aux problèmes qui se posent. Chacun de nous peut aller dans une bibliothèque, tomber sur des anciens programmes, copier, etc. et présenter. Là n'est pas le problème. Le problème se pose au niveau de l'animation du programme que l'on voudrait réaliser. La capacité de mobilisation des ressources, la capacité de mobilisation non seulement des ressources matérielles, financières, mais aussi des hommes qu'il faut gérer. Oui. Vous avez dit, hein, devant une situation où il y a des querelles à tout moment, où il y a des conflits intercommunautaires, etc., où les politiciens veulent mettre... Mais ça sur... Voilà. Alors, vous faites quoi? Là, il faut une intelligence politique. Là, il faut un génie propre. Là, il faut des capacités d'expérience cumulées pour essayer de réguler ces différentes situations. Et c'est là que le problème se pose. Parce que cela ne s'acquiert pas simplement sur base d'une déclaration ou sur base de l'obtention d'un diplôme. Cela s'acquiert parce qu'on a un cursus, on a un parcours, on a été confronté à différentes expériences, etc. Et on est capable véritablement de tenir une torche pour éclairer l'avenir. Et alors maintenant, nous croyons sincèrement que la problématique des conflits, de l'insécurité au Sankourou devenait de plus en plus le problème principal. La raison pour laquelle nous avons dit aussitôt entrer, aussitôt convoquer une conférence, un forum provincial. Alors, vous êtes rassurant. Alors, qui est derrière vous? Est-ce que votre famille politique, disons-le, d'abord votre parti politique, l'UDPS, ensuite l'Union Sacrée, est-ce que vous avez le soutien total de ces deux formations, de ces deux regroupements politiques? Je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire. Ce qui est vrai, c'est que l'UDPS fait partie de l'Union Sacrée. Oui. Et étant donné, parti leader, c'est ce qu'on appelle team leader.
Et c'est l'IDPS qui m'a mandaté. Je suis l'unique candidat mandaté par l'IDPS. Notre représentant fait partie de l'Union Sacrée, le présidium de l'Union Sacrée. Alors, je suis très rassuré que je suis le candidat de l'Union Sacrée. Même si, à un moment donné, on observe comme si on a laissé expressement la province du Sankourou sur la liste. Oui. Et cela inquiète. Mais je pense que, à entendre les uns les autres, il y a un consensus autour de notre personne. Vous faites l'unanimité ou... Ça peut être consensus moins un, oui. Mais c'est quand même une majorité autour véritablement de notre candidature. Nous leur saluons et nous leur félicitons pour ça. Oui, oui. Et je voudrais simplement dire qu'une province aussi problématique et problématisante comme le Sankourou, on ne s'amuse pas. On ne va pas privilégier les jeux d'intérêt. Parce que le jeu d'intérêt a provoqué ce qui s'est provoqué. Pendant autant d'années. De nouvelles méthodes de travail. Pendant autant d'années. Bien entendu, les Sankourous ne décollent pas. Ça ne décolle pas. On a opposé les uns les autres. Oui. Certainement que certains individus ont tiré dividendes. Faut-il continuer comme ça pour une population de 4 millions d'habitants? Et à ce moment-là, il y a confrontation d'intérêts? Oui, confrontation d'intérêts. Mais il faut savoir réguler ça. Et il faut savoir faire aussi le choix des hommes et des femmes qui ont un profit, qui ont un background, qui sont capables véritablement de booster la province. Ça, c'est très important. Mais lorsque on joue le jeu de cache-cache, et on voudrait sacrifier toute une province, c'est pas correct. Au nom de la non-assistance, d'être déclaré qu'on n'a pas assisté la personne à danger, et bien voilà, donc nous on vient. On est des partis au pouvoir. On a une expérience cumulée pendant plusieurs années. Une expérience qui traverse les frontières. Une expérience, disons-le, dans l'opposition qui a peine, maintenant vous êtes au pouvoir, qui a peine de se matérialiser. Hein. Donc, une expérience à l'opposition, bien entendu, mais aussi... Dans la gestion de la gestion, ça ne tient toujours pas. J'ai accompagné plusieurs provinces. Oui. Plusieurs provinces, que ce soit l'exécutif, que ce soit les assemblées provinciales. Et ça date depuis 2000 que je travaille avec les provinces congolaises. Au nom des institutions que j'ai représentées. J'ai été représentant des ONG belges. Tout à fait, vous êtes un acteur de développement. Bien entendu. J'ai travaillé pendant près de 17 ans comme expert international chargé des questions de décentralisation et de déconcentration dans des différents programmes de la Banque mondiale. Aujourd'hui, je travaille avec la Banque africaine. Aujourd'hui, vous allez mettre tout ce projet, ces carnets d'adresses au profit de la province qui vous est bien entendu, mais j'ai l'âme. Oui. Je suis fait pour bousculer les choses. Je suis fait pour déplacer les montagnes. Je ne suis pas un diplômé acculturé. Je suis une élite éclairée. Quelqu'un qui a la torche et qui sait éclairer l'avenir. C'est très important. Et c'est ça justement la différence. Parce qu'il y en a ceux qui disent, bon, je suis diplômé de ceci ou de cela. Attention, on peut être diplômé, mais on est abruti fondationnel. Et la difficulté au Congo, c'est qu'on a beaucoup de diplômés, mais on n'a pas beaucoup d'élites. Ceux qui se battent à longueur de journée. Pour obtenir des diplômes. Bien entendu. Et donc, je fais partie véritablement de cette catégorie-là. Des élites qui cherchent chaque jour comment trouver des solutions pour notre pays. À différents niveaux d'atterrissage. Et c'est là justement que je voudrais demander tout celui qui peut prétendre avoir de l'influence sur les Sankourous, qu'aujourd'hui plus que jamais, 4 millions de personnes souffrent à cause des déséquilibrations des hommes politiques. C'est maintenant ou jamais. Certainement que j'ai mes compatriotes, mes sœurs, mes sœurs et frères qui ont postulé comme moi. Un discours rassemblant, tel que vous l'avez dit là. Bien entendu, bien entendu. Et ça, on en a besoin. On n'a pas besoin véritablement aujourd'hui de poser les clivages idéologiques ou politiques. Encore que chez nous, il n'y a pas de clivage idéologique. Il n'y a pas d'idéologie, quoi. Tout le monde est à la recherche, naturellement, de ce qui peut gagner comme dividende. Moi, je dis, ok, oui, beaucoup se sont enrichis. Et les Sankourois, il est à quel niveau? Pourquoi ne devons-nous pas, ne serait-ce que signer le calumet de la paix pour dire, hein, plus jamais sans, choisissons tel pour guider
Et si il s'amusait à faire autrement les choses, eh bien, on les met de côté. Ça, il faut tenter des expériences. On en a tenté par le passé. Ça n'a pas donné de résultats. Plus grave encore, et c'est gravissime, que l'on puisse avoir 3 ans et demi sans un gouvernement. Vous imaginez ça? Et toutes les 26 provinces de notre pays, moins le Sankourou. Toutes ces provinces ont un gouvernement, avec un gouverneur, avec des assemblées provinciales. Oui, oui. Voilà. Et donc, pourquoi pas chez nous? Pourquoi pas chez nous? Nous avons fait quoi? Est-ce que vous allez me dire qu'on est sauvage? Est-ce que vous allez me dire qu'on n'est pas intelligent? Mais nous avons produit des hommes qui ont des ramifications internationales. Ça ne manque pas. Voilà, donc, on peut en citer toute une ribambelle qui peut douter de la force de Lumumba? Patrice. Non, les premiers, non. Mais voilà. Parmi les personnalités emblématiques de l'Afrique, oui. Top 10, il prend la première position. Alors pourquoi on doit pouvoir faire souffrir sa province et à l'abandon, sa province ne décolle pas. Et voilà. Hein? Je suis un peu inquiet. Je suis un peu inquiet parce que quand je regarde, on a sorti, il y a l'Union sacrée représentée dans les différentes provinces, et sur la liste Union sacrée, on a omis les Sankourou. Je me pose cette question, mais je la pose. C'est fait à dessein ou... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Sankourou se fait partie de 14 provinces, et l'Union sacrée s'est organisée pour choisir ces hommes dans ces différentes provinces. Et curieusement, sur la liste, on ne trouve pas les Sankourou. Qu'est-ce que nous avons fait, nous, là? Nous avons fait quoi? Pourquoi on ne doit pas trouver les Sankourou? Alors pourquoi, véritablement, on crée encore des problèmes? Parce que finalement, il n'y a pas de Sankourou. Alors regardez comment les 13 candidats s'entretuent maintenant. Il y en a ceux qui disent indépendant. Je suis le seul à être... à porter la bannière des partis politiques. Et ça aurait pu être clair. Pourquoi porter la confusion? Pour un espace qui a des difficultés. Et on veut aggraver la situation déjà précaire. Nous, on aurait souhaité, naturellement, entre nous, qu'on choisisse quelqu'un, tant mieux. Mais que l'Union sacrée se prononce très clairement par rapport à cette question. Parce que elle-même, peut-être, l'Union sacrée a un problème d'organisation en son sein. C'est déjà, on connaît ni tête ni queue, on connaît seulement que... on ne veut pas entrer dans le détail. C'est ça que je suis soutenu par mon parti. Oui. J'y vais parce que j'ai un peu de... J'ai le langage que je dois pouvoir parler avec mes frères. Pour leur dire c'est maintenant ou jamais de signer le calumet de la paix. Et parce qu'on a beaucoup souffert. Il faut qu'on arrête. Lumumba a fait pour que ce pays soit ce qu'il est. Il ne faudrait pas qu'on donne l'impression que nous, on est des sauvages. Nous, on ne l'est pas. Même dans ces différents gouvernements qui se sont succédés jusqu'à aujourd'hui, ils sont là. Ils ont démontré de quoi ils sont capables. Ce ne sont pas des imbéciles. Ils ne sont pas dans l'état d'animalité zéro. Alors maintenant, comment on doit continuer dans ce désordre organisé? Et j'ai dit, donnez-nous cette opportunité. Et c'est là que je demande aux hommes politiques, aux députés provinciaux, tous comme un seul homme, dire que plus jamais quelque chose puisse nous opposer. Nous avons intérêt aujourd'hui à réduire le blason. Nous avons toujours démontré, à partir de nos ancêtres, jusqu'au aujourd'hui, à l'ère de l'indépendance, il n'y a pas eu véritablement des dynamiques sans les Sankourois. Alors, il ne faut pas qu'on donne l'impression que nous, on vit dans l'animalité zéro. Bonne chance à vous, monsieur Yamba Yamba. Nous pensons qu'au lendemain du 6 mai, vous serez proclamé gouverneur de la province du Sankoro. Alors, je crois que une question appelle une autre. Nous allons parler de ces conflits. Toujours, nous restons dans les provinces avec... les deux espaces, les grands Kassai et l'espace Katangé qui s'entre-déchirent. Et il y a un forum intercommunauté qui se tient au Katanga qui pour baliser, pour anéantir ces questions conflictuelles qui opposent ces deux communautés durant maintenant des décennies.
Que pensez-vous de ces questions de tribalisme, de régionalisme qui refait encore surface? Et que diriez-vous quant à ce forum qui se tient au Katanga? Est-ce que ce forum peut produire des solutions à même d'annihiler vraiment ces questions de tribalisme qui prend de plus en plus de l'ampleur? Le forum, c'est une réponse. Hein? Oui. Parce que lorsque les gens discutent, c'est qu'ils ont des raisons de discuter. Et alors maintenant, il faut organiser un cadre où chacun doit pouvoir présenter les raisons raisonnantes de ce qui représente cette antipathie. Et construire ou organiser un forum, c'est déjà quelque chose. C'est un premier pas. Et le premier pas, toujours est le plus long. Cependant, quant à savoir pourquoi ces différentes confrontations récurrentes... Surtout entre les deux communautés, les Kasaïens et les Katangais. Pourquoi? Tout simplement parce qu'effectivement, ça commence par les Belges. Ils ont utilisé ce qu'on appelle en sociologie la politique d'atomisation sociale. Savoir diriger pour mieux régner. Oui. Et puis bon, voilà, cette politique a fait que les Belges deviennent de plus en plus riches. Au détriment, c'est pas des Congolais, mais dans les Congolais, il y a une stratification. Il y en a ceux qui deviennent évolués, qui sont plus proches des Belges, ce qu'on appelle les domestiques de maison, qui portaient les culottes blanches avec des chemises blanches, etc. Et puis il y a les domestiques, c'est pas des champs. Et dans la catégorisation, vous voyez, les Belges ont institué les évolués. Et beaucoup de gens qui ont travaillé dans les sociétés minières à l'époque sont des gens qui ont été ici, c'est pas, du Kasaï, dans la plupart des cas. Et travaillant dans la société minière, etc., la société avait des écoles. Beaucoup des enfants kassaïens qui étaient au Katanga ont suffisamment étudié, sont allés à l'étranger. Les gens, par exemple, comme les Mounumbalu Kuti à l'époque, etc., des grands scientifiques. Vous voyez, entre-temps, la pauvreté s'installe. Les Katanguins commençaient à se poser des questions. Ils sont chez eux, entre-temps les autres, ceux qui sont venus, etc. Ça créait une sorte d'antipathie. Or, ils se sont trompés d'adresse. La question fondamentale repose au niveau de la pauvreté. Oui. Parce que jusqu'aujourd'hui, quand vous arrivez à Lumbashi ou dans l'ancien Katanga, vous trouvez à la fois les Katanguins comme les Kasaïens, etc., sont des pauvres. En fait, c'est pas un problème d'intégration, non. Les Kasaïens qui viennent... Partout, mon ami, c'est la pauvreté. Parce qu'en fait, vous imaginez, lorsqu'on est 10 dans une famille, on vous donne la nourriture qui suffirait pour 2 personnes, et vous êtes à 10. À ce moment-là, on commence à se poser la question, qui est mon frère, qui ne l'est pas, parce que la quantité, elle est minime. Alors maintenant, oui, si j'ai 2 frères, mais si les autres ne sont pas mes frères, peut-être qu'ils viennent, je ne sais pas de quelle province, etc. Et donc, ils sont considérés comme des étrangers. Simplement parce que la quantité ne suffit pas pour partager. Mais s'il y avait la quantité qui suffirait véritablement pour faciliter la répartition, il n'y aurait pas de problème. Les Belges ont institué ce qu'on a appelé l'approche hérocentrique, rentabilité externe. Ils ont mis en place des sociétés d'extraction des minerais. Ces sociétés extraient le minerai et ces minerais sont amenés à l'état brut dans leurs pays occidentaux. Et c'est là, véritablement, qu'il y a des industries qu'on transforme, qu'on produise des richesses, on trouve de l'emploi, et leurs enfants trouvent du travail, etc. Ils arrangent leurs écoles, ils arrangent leurs hôpitaux, etc. Entre-temps, chez nous, on a extrait, ça s'arrête là. Et même pour engager ou résorber le chômage, vous ne pouvez pas. Tous ces jeunes gens, ils ont des diplômes, ils ont besoin du travail, ils ne trouvent pas. Alors monsieur Yambam, on peut pas. Excusez, oui. et par rapport à ça, comme on n'a pas résolu le problème, jusqu'aujourd'hui, le coltan, on l'exploite. Le cobalt, aujourd'hui, ce sont des minéraux de prédilection. Le lithium, ça s'en va, y compris les Asiatiques aujourd'hui.
La solution n'est pas là. Les Belges ont quitté le pays. Tu es allé à Lubumbashi? Ça fait 60 ans qu'on est indépendant. Est-ce que tu es allé à Lubumbashi? On a pris déjà les commandes Mais qui extrait les minéraux aujourd'hui? Il y a les Occidentaux, ils continuent. Donc c'est un problème économique, un problème de pauvreté qui attise. Mais c'est justement ça. Vous avez suivi au Sankourou, c'est un même peuple, non? Oui. Un même peuple. Un seul ancêtre. Au Koutoumembele, c'est lui, non? Et tous les 6 territoires dépendent de cet ancêtre commun. Et alors pourquoi il y a bagarre? La pauvreté. Les gens ne peuvent pas, il n'y a pas de route. Les gens ne peuvent plus quitter leur territoire pour aller dans tel ou tel autre, s'imaginant que leur territoire est unique. Alors maintenant, s'il y a des gens qui viennent et qui se disent d'autres territoires, ils sont perçus comme des étrangers, ils ne sont pas perçus comme... Alors maintenant, même si on reste dans les territoires lui-même, on va dire qu'il est de tel secteur, de tel autre secteur. S'il y a tel qui est député, on dit non, non, non. Ce sont ses frères qui peuvent bien vivre, ou tel ministre, etc. C'est ça le grand problème. Donc le problème le plus important aujourd'hui, c'est de lutter contre la pauvreté. Et quand on aura lutté contre la pauvreté, on va réduire les écarts, on va réduire les tensions, on va dégonfler les velléités. Et donc, si jamais on s'engage naturellement à construire cette conférence intercommunautaire, il faut travailler de telle sorte que toutes ces 2 provinces minières, que ces provinces-là arrivent non seulement à extraire les minéraux, parce que quand vous arrivez même au Kasaï, il y a le diamant. Oui. Eh bien alors, il y a le diamant. Vous avez le cobalt, mais il y a des investisseurs qui font le travail au niveau par exemple, de l'ancien Katanga. Et les Katangais pensent que ces industries-là, c'est pour eux. Il n'y a qu'eux qui peuvent travailler. Même si, à des moments, on cherche des hommes et des femmes qui ont la technique pour faire ce travail, on peut ne pas les trouver. Mais on a besoin véritablement de chercher ailleurs. Or, la constitution de notre pays, les lois et textes réglementaires, ne privilégient pas les autochtones, mais privilégient les résidents. On peut être du Congo central, vous vous êtes installé à Lubumbashi, vous êtes chez vous. Si vous êtes électronicien, et on a besoin d'un électronicien, on vous recrute. C'est cela, mon ami. Non, on n'a pas raison de s'entrer, déchirer, de s'entrer mais dedans. Le problème garde tout son poids. Parce qu'il faudrait qu'on arrive à transformer nos minéraux, à transformer nos richesses. Nous avons des potentialités, il faut les possibiliser. Nous n'avons pas de possibilités, mais nous avons des potentialités. Et ça, c'est le défi du gouvernement. Et ce n'est pas le gouvernement central seulement. Il faudrait le gouvernement provincial. Il faut descendre jusqu'au niveau de la gouvernance locale. Les villes, les communes, les secteurs et les chefferies. Parce que ce sont des entités territoriales décentralisées. Ils ont la personnalité civile. Ils sont capables de poser des actes de leur volonté. Ils ont un programme. Ils ont un budget. Or, ces entités sont censées ne pas fonctionner. On laisse la responsabilité au gouvernement central. Donc le problème est trop grand. Je pense qu'avec le forum intercommunautaire, tout ne sera pas tel que vous le décrivez là. Il y a un partage de responsabilités. Comment pouvez-vous, si on est à Lubumbashi, vous allez me dire que bon, au Katanga là, il y a les Lunda, il y a les Balubakat, il y a d'autres variantes, les Babemba, etc. Mon cher ami. Alors, si dans l'hypothèse qu'on dise les Kasaïs ne sont plus au Katanga, alors maintenant, on va commencer à se poser la question. Qui sont au gouvernorat? Qui sont à la Gécamine? Qui sont en 700? Qui sont? Alors maintenant, on commence à dire, non, 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 c'est celle de Lunda. Les autres disent, non, non, c'est ça les Balubakat. La guerre commence déjà. Donc, et alors maintenant, quand vous êtes chez les Balubakat, vous allez trouver les Balubakat de la savane, les Balubakat de la forêt. La guerre encore. Non, c'est un faux débat. Cherchons des mécanismes qui nous permettent véritablement de rafluer les caisses de l'État, de transformer nos potentialités en possibilités, pour que nous ayons des richesses additionnelles qui permettent véritablement de rafluer les caisses de l'État et permettre à ce que ces moyens mobilisés puissent être affectés de manière rationnelle dans les différents secteurs de la vie nationale. Ça, on en a besoin. Mais lorsqu'on croit que parce qu'on s'est salué, on s'est embrassé, et qu'il y ait eu des accolades. J'ai dit, on s'est trompé d'adresse. Ce serait une solution d'Autriche. De la même manière que les accolades permettent de décrisper et de dédramatiser les relations, c'est de la même manière qu'on commence déjà à réfléchir. Le gouvernement de la République avait déjà pris l'option qu'on crée des zones économiques, industrielles.
et que l'on mobilise les investisseurs à travers le monde pour qu'on réduise, on construise les zones de génération et leur donner la possibilité d'extraire, transformer, commercialiser. On crée une chaîne de valeur ajoutée. La production, on engage les Congolais. La transformation, on engage les Congolais. Et la commercialisation, on engage les Congolais. Cette chaîne va nous permettre de résorber le chômage. Or, cette chaîne n'existe pas. Et tant que cette chaîne n'existera pas, à ce moment-là, les confrontations vont continuer, malgré les embrassades. Très bien. Alors, on va aller un peu rapidement parce que là, nous courons derrière le temps. La responsabilité du gouvernement. Alors, le gouvernement Sama venait de totaliser une année en plein fonction. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui a tenu un point de presse, un entretien avec les confrères de la RTNC des Top Congo, disait que le bilan des Warriors, le bilan est satisfaisant. Est-ce que vous êtes d'avis que ce gouvernement a fait ce qu'il fallait pendant sa mandature? Mais c'est les journalistes, vous savez. Il faut qu'on change une autre manière de voir les choses, de porter regard par rapport à une action gouvernementale. Oui. Tout gouvernement ne peut être apprécié qu'en fonction de son programme. Et au-delà de son programme, et dans le programme, vous avez une partie importante, ce qu'on appelle le chronogramme. Et le chronogramme reprend les différentes activités servant un timing bien déterminé. Si vous voulez apprécier la performance de l'action gouvernementale, il faut savoir quelles sont les prévisions et à quel moment ça devrait intervenir, parce que c'est une année. Oui. Il reste encore une année et demie. C'est très clair que, bon, on n'a pas le programme dans son ensemble. Alors maintenant, il faut savoir le chronogramme. Raison pour laquelle, même au niveau de l'Assemblée nationale, lorsque le gouvernement de la République présente son programme pour investiture, il est important de pouvoir demander des documents connexes. Les documents connexes, c'est donc, vous avez ce chronogramme, ce calendrier d'exécution des activités, c'est très important, et vous avez le cadre logique. Mais il y a des axes prioritaires pour lesquels le gouvernement doit s'apaisantir pour booster son action. Les attributs de souveraineté, comme par exemple la sécurité. Oui. Et vous avez suivi, la sécurité, il y a eu un certain nombre de décisions qui ont été prises pour construire la sécurité dans notre pays, que ce soit au niveau de l'augmentation du nombre de militaires, par exemple à l'Est. Oui, bon, on va en parler, la question sécurité peut-être. Que ce soit au niveau véritablement du matériel qu'il faut doter aux militaires. Tout compte fait, lorsqu'on regarde la capacité de destruction des guerres, de rebelles, des ADF, etc., on réalise finalement qu'on a affaire à un bombardement. Certainement que c'est une guerre non conventionnelle. Non. À part la question de la question sécuritaire, mais l'axe social, ça peine toujours à... Oui, mais la question sociale, avec Sama Lukonde, c'est une année de grâce. C'est une année. On a connu des tergiversations avec les gouvernements de coalition, vous le savez. Et après une année, vous avez des écoles. Sama est en train d'inaugurer les écoles. Il y a des pierres qui sont démontrées. Qu'est-ce qu'on va faire, par exemple, en termes de construction de tel hôpital. On a dit, et dans ce programme de 145 territoires... pose des premières pierres qui peinent à prendre la matérialisation. Les routes sont là. Les routes sont Monsieur Yamba, votre gouvernement, avec l'UDPS en tête, on pose des pierres, des maquettes, mais les réalisations qui ne suivent pas. Vous voulez que ce soit des réalisations magiques? On commence par poser les pierres, et puis après les pierres, on commence la construction. Aujourd'hui, il y a un compte désigné par le gouvernement de la République dans la perspective de pouvoir restaurer l'autorité de l'État, avec axe principal la mise en route des infrastructures publiques, où tous les 145 territoires seront rénovés, où les 1450 entités territoriales décentralisées seront rénovées, où les routes, j'ai vu... Est-ce que ce ne sont pas des projets chimériques, utopiques, des projets pompeux que vous lancez à l'opinion publique, mais dans le fond, ce sont des coquilles vides?
Coquille vite comment, maman? Vous voulez qu'on fasse des choses sans projet? Les projets, c'est une représentation intellectuelle d'un dossier qui constitue une réponse à un problème qui se pose. Si on veut arranger les routes, mais il faut avoir cette représentation technique pour dire que arranger les routes, autant de kilomètres, voilà, ça nous donne autant d'argent. Mobilisons autant d'argent pour arranger les routes. Vous dites que ce projet-là, c'est utopique? Ah non, on commence par là. C'est ça, professionnaliser le travail. Et aujourd'hui, je dois vous avouer, on a fait combien de kilomètres de routes? Ne serait-ce que ce qui a été donné par les gouvernements, c'est 87% en termes de prévision. Donc le bilan de Sama Lukonde c'est satisfaisant. C'est très bien. Il n'y a pas quelqu'un qui soit plus que Sama pour apprécier. Oui. Et Sama, parce qu'il connaît les activités prévues, il connaît les chronogrammes, et à l'analyse des activités et les chronogrammes à la date d'aujourd'hui, il sait qu'il a réalisé autant. Et quiconque qui doute de cela doit aller dans les institutions, dans les différents services concernés, pour prendre ces documents. Les rapports sont visibles et sont à la disposition de tout un chacun. Certains observateurs pensent qu'on doit remanier le gouvernement pour donner un peu de tonus, un peu de l'efficacité à ce gouvernement pour un peu, dans la perspective de 2023. Ce n'est pas une solution innovante. Le réaménagement gouvernemental pour réajuster un certain nombre de choses, etc., ça existe dans tous les gouvernements du monde. Vous voyez? Est-ce que c'est pour autant dire que le gouvernement a échoué? Moi, j'ai dit non. À l'intérieur du gouvernement, vous trouvez des gens compétents, des gens moins compétents, des gens non compétents, etc. Et donc, vous ne pouvez pas tirer une conclusion concluante pour dire ça n'a pas marché. Ah non! Parce qu'à l'intérieur, il y a aussi des hommes qui sont véritablement des warriors. Mais c'est le gouvernement, au regard de son leader, qui regarde, il dit, bon, ici ça a marché, ici ça n'a pas marché, est-ce que je ne peux pas faire un petit changement, etc. Et il le fait. On appelle ça des réajustements. Et alors maintenant, si on fait le réajustement, Félix Tshisekedi doit... N'entendez pas, ne suivez pas surtout ceux qui réclament ça. Ceux qui réclament ça, veulent entrer, et on en a vu par le passé, ils n'ont rien fait. On entre, on ne fait rien. On fait rien. On fait comme tout le monde. Non, il faut que ça s'arrête là. Et c'est là que je demande au président de la République, certainement que il veut avancer, il veut que le dossier soit traité avec plus d'efficacité, d'efficience, oui. Etc. Mais on ne change pas l'équipe qui gagne. Alors, rapidement sur la question sécuritaire avec ces consultations de Nairobi avec des groupes rebelles, hein, vous mettez un peu la puce à l'oreille sur la question sécuritaire. Comment le gouvernement doit pactiser avec les rebelles, des groupes rebelles locaux et étrangers qui tuent nos populations dans l'Est, qui pillent les ressources? C'est un peu contradictoire. Hein. Chers journalistes, on n'en revient pas. Chers journalistes, on peut tout changer, on ne sait pas changer la géographie. Rares sont des pays qui changent d'adresse. La géographie de Grand Lac nous impose que nous soyons des voisins avec le Rwanda. Le président de la République, c'est un panafricaniste. Un panafricain. Il veut que l'Afrique soit restaurée. Et l'Afrique, à un moment donné, on a levé l'option de construire des puissances régionales. Et les puissances régionales passent par la coalition des pays de la région. Le Congo est la locomotive, n'est-ce pas, en Afrique centrale. Alors, les Rwanda, le Congo-Brazza, le Burundi, le Gabon, ça sont des pays satellitaires. Alors maintenant, vous êtes la locomotive, c'est vous qui devez drainer pour servir d'élément dynamisant, de manière à transporter, à booster les autres. Et vous commencez à vous bagarrer. Ah non. Ah non. Et c'est comme ça que, dans la politique gouvernementale, il a été pris l'option d'axer l'action gouvernementale autour de 3 axes. Il y a l'axe militaire, l'axe diplomatique et l'axe politique. Lorsqu'on veut construire la paix, et alors la paix durable, il faut désintoxiquer, n'est-ce pas, son comportement. Il faut transformer l'ennemi en partenaire. C'est ça, toute la littérature sur la résolution pacifique des conflits. Pour ceux qui veulent véritablement pérenniser
la paix, doivent considérer leurs ennemis, leurs adversaires, pas les considérer, les transformer, aller vers, discuter avec eux pour qu'ils deviennent des alliés, de manière à construire une synergie gagnante. Et discuter avec l'ennemi, ce n'est pas une faiblesse, bien au contraire. Il faut la mettre à laquelle elle est pour que vous puissiez voir dans la même direction. Et ça dégonfle les différents sacrifices qu'on aurait pu faire. Au lieu d'acheter autant des fusils, acheter autant, je ne sais pas, des munitions, etc., ne serait-ce que le fait de discuter avec, on aura dégonflé les tensions, on aura dégonflé les velléités, on aura dédramatisé les relations entre les acteurs, et cela permet véritablement au pays d'avancer. Nous avons connu beaucoup de temps de fragilisation, depuis 1996, même un peu avant, avec le président maréchal Mobutu, etc. Et écoutez, nous étions en train de nous organiser. Aujourd'hui, le Congo fait partie des top 10 des pays qui véritablement sont considérés comme puissants militairement. Mais il faut organiser les militaires. Il faut organiser les militaires, c'est pas supposé. Parler avec les groupes rebelles, les groupes armés, c'est très bien, c'est bien pour construire une paix durable. Une paix durable, mais cela n'exclut pas l'option militaire. Oui. Parce qu'il y a des résistants, il y a des récalcitrants qui ne veulent pas entendre parler des discussions. Mais on le fait de manière concomitante. Au même moment qu'on discute, pour les récalcitrants, s'ils veulent véritablement la guerre, on leur impose la guerre. Mais alors, les acteurs politiques, parce qu'en réalité, la question congolaise, c'est une question de convergence d'intérêts, cher Nathan. La convergence d'intérêts entre trois acteurs majeurs. Il y a d'une part l'international, qui sont généralement des multinationales qui deviennent des plus puissantes, même que les États. Oui. Il y a la sous-région, les amis, les voisins, qui jouent le rôle des sous-traitants. Mais à l'intérieur du pays, il y a ce qu'on appelle des Congolais de souche autochtones qui deviennent véritablement des relais volontaires. Et qui, dans cette synergie gagnante, facilite qu'on crée, n'est-ce pas, une certaine insécurité permanente et récurrente. Il faut aller à Butembo, il faut aller à Beni, il faut aller à Goma. Et vous allez me dire quoi? Les gratte-ciel poussent chaque jour. Tout simplement parce qu'il y a complicité. Le pays voisin n'ont pas de mêmes moyens que nous. Mais il y a le Rwanda qui arme, qui sert des bases arrières. Le Rwanda, c'est un sous-traitant, c'est un commissionnaire. Il ne faut pas lui donner trop de valeur. Beaucoup de pouvoir, beaucoup de... Non! Quelqu'un dort la nuit, il rêve, Rwanda, etc., Kagame, comme s'il était plus que notre chef d'État. Non! Parce qu'on voit que Kagame est fort et Félix est un peu faible. Non, Félix est civilisé. Félix n'a pas été en forêt pour faire la guerre. Félix s'est battu pour une gestion de contradictions. Il est prisonnier des principes démocratiques. Mais l'autre, il est prisonnier des principes de guerre. Parce qu'il est arrivé au pouvoir par la guerre. Nous, on a fait 37 ans. On a cru à la démocratie. Cette fameuse démocratie occidentale pour laquelle je remets en question en tant que panafricaniste. Mais je voudrais simplement dire qu'on n'a pas de choix. Dès lors qu'on n'a pas encore inventé notre système politique, nous allons dans la direction, bien entendu, oui. Mais tout en sachant que nous devons réfléchir davantage pour que nous ayons un système politique alternatif. Parce que celui-là n'a pas donné de résultats. Et tous les pays africains sont en train de s'entraider, surtout en Afrique subsaharienne. Comment devons-nous nous bagarrer avec le Rwanda, qui est un pays de l'Afrique subsaharienne? Or, nous disons qu'en l'an 2100, nous aurons des États-Unis d'Afrique. Si on ne peut pas préparer aujourd'hui la région, où nous devons travailler main dans la main, où les gens sont robotisés, manipulés par les puissances occidentales, les puissances d'argent, eh bien, il faut arrêter. Alors maintenant, quand on est civilisé, on voit tout ça, on sait où nous allons, on se dit, mais mon cher Rwanda, mon cher, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi devons-nous nous entretuer? Alors si les frères n'ont pas encore compris, il faut continuer. Il finira par comprendre. Vous voulez que nos jeunes gens puissent aller mourir au service des puissants d'argent parce qu'ils ont mis en place un projet de balkanisation. Parce que quand les gens parlent... Allez, terminer, M. Yamba Yamba. Ils ont mis en place un projet de balkanisation. Oui. Si je tiens compte de Gabio Tidjani, ancien ministre des Affaires étrangères sénégalais, qui a un bureau, un cabinet de consultants aux États-Unis actuellement. C'est très clair, hein? On veut que les Africains puissent partir de 54 États à 80
84. Et il y a des pays qui sont visés. Ils ont commencé avec le Soudan. Le Soudan. On l'a divisé. On a dit que bon, le Soudan aura gain de cause. On a opposé les deux Soudanais, les Noirs, les charbons. Aujourd'hui, ils sont plus de 500 morts. C'est tout ce qu'ils sont en train de faire, par exemple, au Mali. Parce qu'il y a de l'uranium, il y a de l'or, il y a du manganèse. Alors, avec 1 million de kilomètres carrés, on dit non, il en faut 3 États. De la même manière que le Congo est dans le viseur. Le Congo, on dit peut-être que le Congolais est vigilant, ça n'arrivera pas peut-être avec le Congo. Il faut faire beaucoup d'attention parce qu'il y a trop de rotelins. Quand vous entendez que non, tel ne peut pas arriver ici, tel, ce sont des rotelins, des gens qui sont robotisés. Et ils sont sous l'égide, naturellement, de ce laboratoire international. Donc, il ne faut pas minimiser ces choses-là. Il ne faut pas minimiser, c'est pas pour rien que vous avez... La paix se gagne, la paix s'arrache en dialoguant, en se parlant, en se regardant droit dans les yeux, avec... En faisant aussi la guerre, et en discutant. Très bien. Alors, en terminant cette émission avec cette question politique, la loi électorale qui est maintenant débattue au Parlement, à l'Assemblée nationale, un débat houleux autour de cette loi qui vraiment qui passionne, hein, qui passionne, avec les uns d'un côté, les autres de l'autre, avec le FCC qui boude carrément, hein. Ils veulent un consensus autour de cette loi qui ne fait pas l'unanimité. Oui, mais il faut discuter, hein. Ça n'empêche rien, parce que nous sommes dans la construction d'une performance institutionnelle. Et la performance institutionnelle, c'est la construction d'une intelligence collective. C'est pas un péché que les gens discutent sur une loi qui a été pondue par, je ne sais pas, telle entité, etc., et qui doit faire l'objet de discussions. Sinon, on ne ferait pas la discussion si c'était considéré comme final. Voilà. Donc, aller dans la direction de finaliser ou d'avoir une loi consensuelle, là, ce n'est pas le problème. Mais persister pour qu'on fasse ce que vous voulez que ça se fasse, à ce moment-là, là, ça devient un problème. Écoutez, les autres n'est pas aisé, il faut écouter les avis. Bien entendu, mais qui doit écouter? Mais c'est l'Assemblée, elle est représentée. Si on est au sein de l'Assemblée, et qu'il y a des gens qui sont au sein de l'Assemblée, et qu'on discute la loi, et on sort dehors, mais qui va défendre la position que vous soutenez? Ça aussi, c'est un problème. Ça s'appelle l'émotion toxique. Or, dans ce genre de situation, il faut avoir de l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire savoir résister, construire une gestion de contradiction et faire comprendre. Et là, on a besoin véritablement des gens qui amènent des innovations. Le grand problème, c'est qu'on est dans la routine. Cette loi ne va pas nous donner des résultats à blague à la poubelle. Vous voyez, parce que c'est une loi copiée de l'approche romano-germanique. Oui. C'est une loi importée. Principalement la France. Ben voilà. On est incapable d'inventer notre propre loi adaptée. Tant que nous offrons la compilation, nous allons importer des idées des autres, grimper sur les idées des autres, avec des pseudo-chercheurs politisés. On n'ira nulle part. Certainement qu'on va avoir une loi, et puis c'est qu'il y a une nouvelle majorité, l'autre va contester, et on va aller d'irrégularité en irrégularité, alors, etc. Ça plombe déjà le lit du chaos des élections. Mais ça fait 62 ans qu'on est dans les chaos, non? Ça fait 62 ans qu'on est dans les chaos, parce qu'on n'a pas tiré au filet. On n'a pas recherché des solutions de fond devant des problèmes de fond. Problème de fond, ça veut dire que le système politique que nous utilisons est importé. Il est ici du droit gréco-romain, romano-germanique. Il faut sortir de ce carcan. Il faut revisiter véritablement l'arsenal institutionnel. Tant qu'on n'a pas encore inventé notre système politique, eh ben ça va persister. Une éternité. Combien de gens sont dans ces débats? Vous savez, nos villageois là, ils connaissent ces débats? Ils connaissent notre loi électorale? Je suis observateur pendant plusieurs années dans mon pays. C'est une question d'une classe, d'une certaine classe politique. Fondamentalement, c'est pas un problème populaire. Et vous imaginez ces hommes politiques, ces opposants-là, qui étaient hier, ils n'avaient pas les oreilles pour écouter. Vous imaginez? C'est eux. Les opposants d'aujourd'hui. Les opposants d'aujourd'hui, qui étaient les d'hier. Ils ne voulaient pas écouter. Ils ont mis en place la décentralisation. Le 18 février 2006. Ça va faire 16 ans. Il n'y a pas de mesure d'application.
16 ans, je vous dis. Ils ont organisé 3 fois les élections présidentielles. Or, la restructuration géographique pose la problématique de la gestion des entités subalternes. Parce que la proximité entre l'administrateur et l'administré, ça se fait au niveau des entités locales. Mais à ce niveau-là, aucune élection organisée. Sur les 16 ans, s'il vous plaît. Et ce sont qui aujourd'hui réclament les élections présidentielles, sans présenter quelle est leur offre politique, quel est leur horizon politique, quelles sont les alternatives qu'ils présentent pour changer la situation des Congolais. Et tant qu'on sera dans ce débat de bas étage, qui nous met en route un système politique de pourriture intéressé, on n'ira nulle part. On s'est trompé d'adresse. Et on va faire un siècle, des siècles, jusqu'à 1000 ans. On n'aura rien fait. Parce que, croyez-moi, cher Nathan, déjà en 2000, le PLD nous disait déjà que le Congo, pour revenir à la situation de 1960, doit faire 75 ans. Or, regardez 2000, il y avait encore quelque chose. Oui. Mais aujourd'hui, ça s'est désagrégé. Il n'y a pas d'esprit. Il faut aller sur la route. Écoutez les taximens. Écoutez les passagers. Écoutez tout ce que vous trouvez, vous rencontrez. Mais c'est grave. C'est même gravissime. Alors, et donc, la situation est grave. La situation est grave. Il faut des hommes. Monsieur Yamba, il ne faut pas aussi attiser le feu. Il ne faut pas aussi mettre les gens sur... C'est une exhortation. Oui, pour qu'on prenne les choses au sérieux. Oui, oui. Au lieu de passer son temps, loi électorale, fondamentalement présidentielle. Mais où sont les lois? Dans la loi, il y a des innovations, le retour aux 2 tours de la présidentielle, l'abandon du seuil. Ça, c'est pour la construction de la légitimité. Des candidatures, tout ça. Il y a alors, où est le problème? On a enlevé, vous savez, c'est dans la précipitation, les détours là. En 2011. En 2011. C'était pour favoriser un candidat. C'est pour favoriser un candidat préfabriqué. Tu vois? Et donc, dans ces conditions-là, quand on n'est pas sincère, quand le ridicule ne tue pas, quand on croit on occupe un espace conquis, et c'est pas sérieux. Alors maintenant, quand on vous renvoie ça, vous dites non, il n'y a pas de démocratie. Et nous ne serons pas intimidés. Mais alors, vous avez intimidé pendant plusieurs années les gens. Il faut tirer toutes les conséquences. Mais moi j'ai dit, arrêtez. Ça, c'est pas le débat. Le débat, c'est que comment faire pour avoir un système politique qui soit différent de l'ancien, qui soit dégagé de l'emprise gréco-romaine. Voilà, romaine. C'est ça. Moi, je suis dans ces débats-là de panafricanistes qui voient l'avenir de l'Afrique. Parce que toutes les solutions qui ont été utilisées pendant plusieurs années n'ont pas donné de solution. Voilà, il faut revisiter les nouvelles alternatives. Et ça, il faut en construire un génie propre qui restaure la spiritualité authentique. Et cette spiritualité doit être dosée dans notre système éducatif, dosée dans notre système religieux, dosée dans notre système politique. Ça n'existe pas. Il n'y a même pas un visionnaire qui nous parle de ces questions. Donc on est dans un flou artistique. Et ils viennent avec une petite loi électorale, ou des petits juristes qui font la compilation, en train de répéter des petits articles, etc. Arrêtez de conneries, tu vois. On a trop fait ce genre de débat, on n'a pas eu gain de cause. Tous ces diplômés d'après-midi en train de crier à longueur de journée. Il faut que ça s'arrête. Alors, merci, monsieur, il faut que ça s'arrête. Le message est passé. Merci beaucoup, monsieur Yamba. Peut-être un dernier mot pour terminer, car vous avez 2 petites minutes pour... non, je voudrais simplement qu'il y a nécessité de réformer nos lois. On a beaucoup imité la France, on a imité la Belgique, compagnie, etc. Ça ne doit pas donner de résultats. 72 ans, c'est nul et non avenu. On ne peut pas dire 5 ans parce qu'en France, il y a 5 ans. Or, il y a de cela 20 ans, les Français ont été le septennat. Et ça ne suffit pas d'ailleurs. Pourquoi? Parce que ils avaient déjà battu leur pays. Et nous, tout est à zéro. L'état de lieu simplement des différents secteurs de la vie nationale peut vous prendre 10 ans. Et quand est-ce que vous allez travailler? Et vous donnez 5 ans simplement parce qu'en France, et vous dites non, c'est démocratique, parce qu'en France, c'est la Constitution française. Des perroquets récitants. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter de greffer sur les idées des autres et construire un génie propre, et donner de nouvelles alternatives conformément à notre culture. Je crois que c'est ça justement la voie obligée pour que nous puissions ne serait-ce que monter un premier pas, et le premier pas a toujours été le plus long. Merci monsieur Norbert Yamba,
qui n'a pas sa langue dans sa poche. Il a dit toute sa version des faits, la façon dont il est en train de voir les choses avec ses belles analyses. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation et de répondre à toutes ces questions autour de l'actualité. Je vous dis merci. Peut-être à une autre occasion, on pourra encore échanger autour d'une autre actualité qui va se présenter à nous. Merci Nathan. C'était une émission intéressante. Eh bien, il faut très prochainement qu'on puisse encore revenir parce que les idées n'ont pas fini. Et bon vent à vous pour l'élection des gouverneurs. Je suis entendu au Sankourou. Je pense qu'ils auront la bonne foi, ils auront la bonté d'avoir pitié au Sankourou. Et je suis l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, à ce moment précis. Pas pour dire que je suis le plus intelligent, mais je crois qu'à ce moment précis, c'est moi. Et donc, si quelqu'un d'autre pouvait avoir le même profil, ou même dépasser mon profil, tant mieux. Nous allons l'applaudir, nous allons l'appuyer. Merci à vous aussi, très chers téléspectateurs, d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion cette émission Réversion. C'est la fin. On se retrouve très prochainement avec d'autres invités autour de l'actualité prépondérante dans notre pays. Au revoir et à la prochaine. Bye bye.